Alors c'est quoi la pensée agoraphique ? Ah, la pensée agoraphique. Donc c'est Frédéric Lordon qui en parle très bien et qui explique que la pensée agoraphique, c'est quand on ne fait plus la différence entre une vraie news, une vraie déclaration d'un représentant politique, et puis une assertion, une déclaration qui serait complètement loufoque, du type de la revue Le Goraphie, qui était une satire en fait du Figaro. Et c'est vrai que c'est fou parce qu'il a mené l'expérience, d'ailleurs on pourrait s'amuser nous à la faire aussi, mais à prendre une vingtaine de phrases et à demander aux gens, d'après vous, est-ce que c'est une vraie déclaration ou non ? Et les gens sont incapables de savoir si c'est du vrai ou si c'est du clownesque. Donc ça veut dire qu'il n'y a plus rien qui choque. Ouais, c'est une espèce, c'est ce qu'on disait, c'est dans ce relativisme jusqu'au boutiste, c'est tout est nivelé, tout se vaut, c'est ok quoi. Donc, c'est Marlène Schiappa qui va parler aussi bien de son engagement féministe que de son lissage brésilien. Tout est mis au même niveau, c'est la même chose. Donc si tout est possible, plus rien n'est possible, parce qu'il n'y a plus aucune priorité du coup. Oui, tout à fait. Et donc pour l'histoire du vaccin, c'est la même chose. On nous raconte un brouillamini. Alors ce qui est sympa... je ne sais pas quoi. Oui. Alors peut-être redire d'où vient cette vidéo, de l'envie qu'on avait, parce que c'est vrai que moi je suis une grande admiratrice de tes travaux. J'apprécie beaucoup ce que tu fais, ce que tu dis. Et là, ce qui était intéressant, c'est qu'une fois n'est pas coutume, on avait deux regards un petit peu différents sur le vaccin. Et moi, c'est vrai que je me suis fait vacciner. Assez rapidement, j'ai voulu chercher sur les réseaux sociaux une phrase du type « je me suis fait vacciner, est-ce que je dois avoir peur ?» Bon, il n'y avait rien qui sortait. Et je me suis dit, voilà, ça pourrait être un thème à creuser. Et donc c'est tout ça dont on va parler. Et puis ce que je trouvais super, c'est que quand on a échangé ensemble, le fait d'en avoir aussi une lecture symbolique, je me dis que ça peut servir aussi à d'autres personnes. Bon, fondamentalement, c'est vrai qu'on n'a pas forcément le même point de vue là-dessus. Je suis vaccinée, tu n'es pas vaccinée, tu ne te feras pas vacciner. Voilà. Et donc voilà, c'est de... déjà, par rapport à ce que tu dis, je me suis fait vacciner, faut-il avoir peur ? Je pense infiniment mieux qu'il vaut mieux avoir peur avant plutôt qu'après de se faire vacciner. Oui, alors... Après, une fois qu'on s'est fait vacciner, voilà, il vaut mieux ne pas avoir peur, parce qu'après, on est rentré dans un système de croyance. En fait, il n'y a que des systèmes de croyance, mais si on croit que c'est bien, très bien. Et le pire, c'est de se faire vacciner en croyant que c'est pas bien. Parce qu'à ce moment-là, il y a évidemment une contradiction entre le psychisme et l'objet lui-même. C'est peut-être le pire. Donc peut-être qu'il faut avoir peur avant de se faire vacciner. Comment on peut interpréter symboliquement le vaccin ? J'ai envie de faire le tour des 4 quadrants. Oui. Dans le premier quadrant, donc scientifique, évidemment, la logique veut qu'il y a un virus extérieur qui envahit le monde. Alors, en même temps, c'est grossi par une espèce d'idéologie de la peur, parce qu'il faut quand même rappeler que en moyenne, c'est les gens de 80, 81 ans qui meurent, donc ils sont à peu près dans l'espérance de vie. Même s'il y a plus de décès que les autres années, c'est quand même les personnes âgées qui ont des comorbidités qui meurent. Donc déjà, on n'est plus dans du purement rationnel, on est dans du discours idéologique dont on parlera tout à l'heure. Mais en tout cas, dans une logique scientifique, effectivement, le vaccin, c'est quelque chose qui va stimuler le système immunitaire et protéger contre les maladies. Avec cette question d'immunité collective qui est supposée se mettre en place. Bon. Alors, moi, j'y vois un problème à cette logique tout sanitaire, c'est que la société ne fonctionne pas comme un laboratoire. C'est-à-dire, c'est pas dans un laboratoire, on a une page blanche, on fait des expériences, on observe les résultats, et puis après, on a des conclusions, on refait d'autres expériences. Mais on ne peut pas gérer une collectivité humaine comme on gère un laboratoire, c'est-à-dire toutes les conditions étant contrôlées par ailleurs. Et je crois que c'est le biais des comités de médecine et sanitaires et autres dans notre culture française, et en tout cas occidentale, c'est de considérer qu'on peut contrôler la société
comme dans un laboratoire, et pouvoir au fond lui appliquer des règles de comportement qui fait que tout de suite on met un impulse, par exemple confinement, par exemple vaccin, et on a un résultat. Ce qui est pas possible parce que c'est un système complexe, une société, il y a plein d'effets secondaires, on s'en rend compte aujourd'hui. Hein. Donc on est obligé, pour étudier ce problème du virus, d'entrer dans une pensée systémique, donc ça c'est le deuxième quadrant. Hein. Et la pensée systémique, elle va dire, au fond, c'est l'effet papillon, hein, c'est-à-dire un micro-événement a des effets imprévisibles. Donc si on revient sur l'aspect sanitaire, effectivement, on est des cobayes, c'est-à-dire on ne connaît pas à moyen terme, c'est-à-dire à 5 ans, les effets de la vaccination. Donc il y a déjà un pari là-dessus. Il y a une espèce de problématique un peu philosophique, parce qu'on est dans un monde néolibéral qui est habitué à penser à court terme, ou à très court terme, et là, on veut des résultats à très court terme. Mais en fait, encore une fois, c'est un système complexe et on n'a aucune idée des conséquences à moyen ou à long terme de ce qui se passe aujourd'hui, même si on a des résultats à court terme. Donc on est dans une espèce de biais culturel, à la fois scientifique, où on veut contrôler la société pour éradiquer un virus, et dans un biais néolibéral où on veut des retours sur investissement immédiats en quelque sorte, qui fait que le vivant ne fonctionne pas comme ça en réalité. Le vivant, il trouve toujours des pistes et des multiples voies de sortie et d'adaptation pour faire ce qu'il a à faire, et il a toujours un projet sur le long terme. Donc là, on va rentrer dans la dimension plus systémique. Et on voit bien aujourd'hui, c'est facile à comprendre, la dimension systémique. Il y a plein d'enfants qui ont des difficultés scolaires, il y a plein de gens qui ne sont pas allés à l'hôpital à cause des confinements et qui sont morts, etc. Donc il faudra un jour faire le bilan global des avantages et inconvénients par rapport aux mesures sanitaires qui ont été prises pour savoir qu'est-ce qui a été le plus efficace au fond et quel est le vrai bilan des morts en réalité. Il ne suffit pas qu'il y ait un mort Covid pour que les autres ne soient pas morts de comorbidité ou de manque de prise en charge, ou que sais-je encore. Donc, alors c'est vrai que c'est compliqué de penser une société en termes de complexité. Parce que il n'y a pas de règle, c'est-à-dire on ne peut pas évaluer l'impact d'une décision, parce que c'est un système qui est proche du chaos au sens physique du terme. La seule solution, c'est de faire confiance au système lui-même. C'est-à-dire la capacité des gens de s'autoréguler, la responsabilisation individuelle plutôt que l'infantilisation, la capacité de porter un masque quand le danger est là et de l'enlever parce qu'il y a plein d'avantages secondaires à l'enlever, évidemment. On retrouve, et on va rentrer dans le champ symbolique, c'est-à-dire on retrouve je veux dire, quand on se bouche la bouche et le nez, on se coupe de la convivialité, qui est le sens symbolique de la bouche, hein, le goûter, le plaisir, la joie de vivre, le manger, qui est le partage ensemble de quelque chose, et puis le nez qui a cette capacité de sentir l'air du temps, donc cette capacité d'être en contact avec ce qui vit et ce qui meurt, hein, parce que les odeurs, c'est ce qui vit, c'est le fruit de ce qui croît et de ce qui décroît. Donc du coup, avec ce fameux masque, on est obligé de rentrer dans les deux seuls sens qui sont les sens du lointain. Autrement dit, la vue et l'ouïe. Donc du coup, on va couper tout lien social et on va couper pour mettre en avant la théorisation du réel. Puisque la vue va nous dire... c'est des ondes, les fréquences, et l'oreille aussi, même si ce n'est pas les mêmes, c'est des fréquences sonores. Et donc on n'a plus un contact direct avec la réalité, on est derrière nos écrans, le télétravail c'est exactement comme si on portait un masque en fait. Hein. C'est-à-dire on ne peut ni toucher ni sentir l'odeur de la personne qui est près de nous, et on ne peut que la voir et l'entendre. Donc on va vers un monde qui va se déshumaniser en réalité, si on continue dans ces deux voies-là. Donc alors je reviens au plan systémique, parce que le plan systémique ou collectif, ça veut dire que l'interaction est plus importante que les individus eux-mêmes. Et donc le système a une capacité de résilience.
Donc on peut considérer que le virus non pas comme un ennemi à combattre, comme dans le champ scientifique, mais comme quelque chose qui va rééquilibrer un système déséquilibré. Autrement dit, le système néolibéral qui arrive à une limite d'exploitation de la planète et des individus, est soumis à un virus pour se transformer, pour ramener à se changer lui-même. Et pour se réadapter par rapport à quoi? Par rapport à la nature, par rapport aux rapports sociaux, par rapport à plein de choses qui sont dysfonctionnelles en réalité. Donc si on a une approche purement sanitaire, on voit bien qu'on augmente les dysfonctionnements. C'est-à-dire on va augmenter la séparation entre les gens, la distanciation sociale, qui est en fait qui est plus une distanciation physique, mais le terme est malheureusement mal choisi, c'est pas social, c'est physique. On va augmenter la pathologie du système, parce qu'on va chercher à contrôler, au lieu de faire confiance dans le système social pour qu'il se réadapte lui-même à cet élément nouveau qu'on appelle un virus. Donc le virus ici, ou la maladie, est le symptôme de ce qui ne va pas et il nous dit qu'il y a des transformations nécessaires à produire dans notre organisation collective, néolibérale et sociale, et ce n'est en rien quelque chose à combattre, puisque c'est au contraire quelque chose qu'il faut remercier, parce qu'il nous permet au fond de faire le passage d'un monde à l'autre. Le système immunitaire, c'est quoi? Symboliquement, c'est l'identité. On a le sang a trois couleurs, métaphoriquement. Il est le sang blanc qui est le système immunitaire, les lymphocytes, le sang rouge qui est les globules rouges qui sont stimulés par l'oxygène, et le sang bleu qui transparaît à travers... Il n'est pas bleu évidemment, mais il apparaît bleu lorsqu'il remonte sous la peau. Le bleu, le rouge et le blanc, c'est les trois couleurs de la tripartition fonctionnelle du mésile, avec le rouge c'est la fonction guerrière, le bleu c'est la fonction de production, et le blanc c'est la fonction de royauté, de souveraineté. Donc au fond, lorsqu'on touche au système immunitaire, on touche à notre souveraineté, on touche à notre royauté individuelle, on touche au soi quelque part. Donc se faire vacciner, d'abord c'est un choc pour le corps, puisqu'il y a des corps étrangers qui sont mis dans le système sanguin, et ensuite on va symboliquement perturber l'identité, perturber l'équilibre psychique de la personne. Donc c'est accepter malgré soi de faire les changements, de changer en tant qu'individu, alors que peut-être on ne l'a pas fait sur le plan psychique auparavant, si tu vois ce que je veux dire. Et puis le quatrième quadrant, qui est plus le champ de l'opérativité, là c'est un peu mystérieux, mais à chaque fois que on est ce qu'on mange. C'est-à-dire à chaque fois que l'on absorbe quelque chose, cette chose va nous transformer. Donc il faut vivre avec un corps étranger. Comment je fais pour vivre avec un corps étranger? Voilà. Donc c'est aussi une question qu'on peut se poser. Donc peut-être tu peux revenir à ton expérience. Merci Luc. Non, parce que c'est vrai que dit comme ça fait un petit peu froid dans le dos. Moi en fait c'est vrai que l'expérience assez désagréable que j'ai eue, notamment c'est quand j'ai interviewé Philippe Guillemant, lui qui est plutôt opposé à cette question de la vaccination, et de voir des commentaires de personnes effectivement commençant à dire que les personnes vaccinées étaient coupées de leur âme, etc. Donc notamment en référence aux travaux de Rudolf Steiner. Là, la lecture que tu en fais, effectivement, d'un point de vue symbolique, est à la fois différente, mais va un petit peu dans ce sens-là de l'équilibre psychique. Moi, de fait, ce qui m'a un petit peu interpellée, c'est la manière dont déjà, donc on va pouvoir reparler après d'un point de vue analytique, effectivement, la propagande gouvernementale, etc., que je cautionne pas du tout, que même j'ai vu, parce que maintenant, d'ailleurs, on est nombreux à l'avoir vu, c'est assez visible, néanmoins je l'ai fait, donc on pourra revenir sur ces questions du nudge, etc. Simplement, finir un petit peu sur ce point-là, ce qui m'a interpellée, c'est la manière dont déjà on se définissait maintenant entre vacciné versus non vacciné. Moi, dans un monde idéal,
chacun fait ce qu'il souhaite. Et j'ai des amis, s'ils ont envie de se faire vacciner, ils se font vacciner. S'ils n'ont pas envie, ils n'ont pas envie. Mais il n'y a pas d'opposition forte. Et là, ce qui m'a surprise, c'est que les gens puissent un peu déverser leur colère, leur haine ou quoi sur les gens qui avaient accepté d'être vaccinés, et inversement, et dans l'idée aussi de si t'es vacciné, t'es un espèce de plouc qui est un mouton qui suit le truc et tout, ce qui est pas très agréable à recevoir, et dans l'inverse de ce qu'on peut voir de si t'es pas vacciné, t'es un con et potentiellement tu mets en péril la santé, t'es un complotiste et tu mets en péril la santé des autres. Alors déjà, je me dis, d'un point de vue sociologique et sémiologique, c'est intéressant de voir comment il y a un clivage fort qui s'effectue entre deux camps, voilà, et alors où se situe le bien, où se situe le mal, mais c'est assez insupportable en fait, ce choc-là, où effectivement on préférerait que chacun puisse faire ce dont il a envie sans qu'il soit jugé partisan en fait. Moi j'ai pas fait cet acte-là et dans cette vidéo-là, par exemple, je représente pas la propagande gouvernementale. Enfin, je veux pas être associée à ça. Néanmoins, je l'ai fait. On va pouvoir en parler ensemble. Mais déjà cette confrontation-là, en fait, je la trouve violente. Voilà, moi, j'ai ressenti cette violence-là qui était très désagréable. Ce que tu me dis me fait penser à ce que tu disais tout à l'heure, à la fin du dernier enregistrement, sur le fait qu'on était rentré dans un monde où tout se mélangeait. Oui, tout à fait. C'est-à-dire tous les genres, la sexualité se mélange, les animaux et les humains se mélangent, etc. Et donc les vivants et les morts aussi. Donc, et les OGM dont on parlait aussi. Donc si tout ça, autrement dit, il y a des franchissements de barrières. Alors, peu importe que ces barrières soient légitimes ou pas ici, mais il y a des franchissements de barrières, c'est-à-dire qui amènent à des déstructurations du système dans lequel on vit. Et donc ce que j'ai envie de dire, c'est que ces séparations qu'on reconnaît aujourd'hui, mais c'est Black Lives Matter, c'est la même chose aux États-Unis, c'est-à-dire où les pro-Trump et les anti-Trump, etc. Donc on est revenu vers des clivages. Ouais. Alors peut-être ces clivages sont totalement irrationnels, d'une part, parce qu'ils ne sont pas fondés sur le fait de penser les contraires, mais au contraire fondés sur en réalité un besoin, probablement une réaction à ce monde de tous les mélanges dont on parlait tout à l'heure. Tu vois, donc je ne dis pas qu'ils sont légitimes, je dis que c'est un appel à retrouver de la clarté dans les limites. Et que, évidemment, on ne va pas retrouver de la vraie clarté entre vaccinés, pas vaccinés, etc. Mais il y a ce besoin de repères qui ressurgit à nouveau, et on peut peut-être l'expliquer comme ça. Après, j'ai envie de rajouter que ce qu'on oublie toujours de faire, c'est pas de poser les contraires l'un contre l'autre, c'est de penser les contraires. C'est-à-dire, ce qui est intéressant, c'est pas les positionnements, c'est ces espaces entre l'un et l'autre. Et c'est du fait de penser ces espaces qu'il y a de nouvelles visions qui peuvent ressurgir. Après, si on applique ça au vaccin, vacciné, pas vacciné, comment on peut penser ça ? Je ne sais pas, mais on peut le poser en termes de problématiques, c'est-à-dire comment réagir et intégrer dans notre culture quelque chose qui est complètement nouveau et qui était impensable il y a 10 ans, il y a 20 ans par exemple. Voilà, donc je pense que quelque part il va falloir apprendre parce qu'on apprend à dépenser, mais on n'apprend plus à penser. Or, dépenser, évidemment, c'est un peu le contraire de penser. Autrement dit, il y a une conscientisation de quelque chose à faire, à symboliser en fait. C'est-à-dire comment le monde extérieur peut faire du sens à l'intérieur et comment ça peut me transformer. Alors si je ne suis pas vacciné, ça veut aussi dire que quelque part je suis rentré dans le maquis, que c'est un acte de résistance par rapport à cette espèce de... Alors c'est là où moi de grand brouillamini de l'information voire de désinformation d'ailleurs qu'on connaît aujourd'hui en permanence. Et peut-être qu'en étant vacciné, on peut se dire, voilà, moi d'une part je gagne en liberté, parce que j'appartiens à un système et je suis obligé de reconnaître les lois du système.
Et cette liberté me permet après peut-être de faire bouger ou pas d'ailleurs les choses. Ben c'est vrai que c'est fort intéressant. On a souvent tourné autour de cette notion-là. Sur la propagande gouvernementale, les informations, etc. Bon, moi, je partage assez cet avis-là. Quand je parlais du nudge, effectivement, je parlais de toutes ces techniques qui accentuent comme un levier, en fait, des dimensions pulsionnelles chez l'humain, à savoir la satisfaction immédiate des besoins, le pouvoir voyager, pouvoir bouger, la comparaison sociale aussi, puisque tout le monde le fait, je vais le faire aussi, et pourquoi moi je pourrais pas faire ci, faire ça? Bon, moi effectivement, c'est fait partie des 2 raisons pour lesquelles j'ai franchi le pas. Il y a une 3e raison qu'on évoquera ensemble tout de suite après, qui est effectivement plus sur... il y avait un besoin aussi, j'avais pas envie d'être trop à l'extérieur de ce grand changement. J'ai été trop curieuse aussi. Enfin, ça c'est clair qu'il y a une partie de moi où j'avais envie de vérifier par moi-même ça fait quoi d'être dans cette espèce de masse là et de comprendre un petit peu l'organisation et comment ça se faisait. Mais avant d'aborder cette question-là, le point que tu soulèves et le mot que tu as utilisé, effectivement, résistance, c'est notamment Barbara Stiegler. Alors il y a son livre qui est ici, on ne le montrera pas parce qu'il y a le micro qui est posé dessus, mais de la démocratie en pandémie, qui est très intéressant parce qu'elle montre bien comment, en termes d'idéologie, et là on est bien dans ce premier cadran, effectivement rationnel et logique que tu dépeignais, il y a une idéologie sous-jacente chinoise, même parce qu'effectivement eux portent le masque depuis très très longtemps. Culturellement, c'est quelque chose qui est totalement admis et qui s'impose chez nous. La dictature du contrôle aussi, c'est quelque chose, ils vivent avec depuis très longtemps, et nous, c'est quelque chose aussi qui arrive et petit à petit qui s'impose. Donc je crois que dans tous les constats qu'elle fait, et qui sont alarmants, elle a tout à fait raison. Moi, ce qui m'a embêtée, et c'est pour ça que, en fait, c'est cette espèce d'alternative de soit je le fais pas, et si je le fais pas, je rentre en résistance. Moi, en fait, ça m'a fatiguée d'avance ce terme-là, parce que la résistance, moi, mon grand-père était résistant, donc je considère, si tu veux, que j'ai pas envie de revivre cette histoire-là de la résistance. Pour moi, elle ne m'appartient pas. C'est l'histoire de mon grand-père, et je veux pas réitérer la même chose. Ou alors, si je le réitère, j'imagine que c'est pour soigner peut-être cette mémoire familiale, et voire même au-delà, cette mémoire collective de ce qui a pu se jouer pendant la Seconde Guerre mondiale, etc. Mais si tu veux, rien que ce mot-là, entrer en résistance, non pas que je n'y mette pas du sens, parce que je comprends justement toute la dimension noble et sacrée qu'il peut y avoir derrière, mais simplement, je n'ai pas envie de rentrer dans ce jeu-là. Je n'ai pas envie d'aller dans le maquis, je n'ai pas envie de rentrer en résistance, je n'ai pas envie d'être dans cette histoire-là, parce que pour moi, cette histoire-là, c'est du passé, et j'ai plutôt envie de construire quelque chose d'autre qui sera de l'ordre de l'avenir. Donc si tu veux, pour moi, c'est presque un point Godwin, si tu veux. C'est, il y a ça, il y a la dictature, il faut rentrer en résistance. Je peux tout à fait comprendre, enfin, voilà, d'un point de vue intellectuel, je suis d'accord, je partage ces points d'alerte sur les normes liberticides, tout ça, mais de le vivre et de le ressentir, moi, je ne veux pas vivre comme ça. Et je ne crois pas... mais ça c'est plus quelque chose qui vibre en moi, et c'est plus une vérité émotionnelle ou vibratoire, c'est pas forcément une vérité logique, mais je crois pas que pour moi en tout cas la réalisation d'une forme de résistance, ça passe... Donc tu mettrais le mot résilience à la place? Oui, exactement, tout à fait. Et il y a eu presque quelque chose, mais en fait, qui a été de cet ordre-là. Donc je vais être tout à fait... De toute façon, on a le droit d'être caché, on s'en fout. On s'en fout. Tu mettras sur Odyssée, voilà, exactement. C'est qu'en fait, je me suis dit au global, la tendance du monde, là, je me suis dit, il y a un truc qui est quand même pas... Bon, ça sent pas très bon, je trouve que c'est pas... Tu regardes le dernier rapport du GIEC, etc., c'est assez catastrophique. Mais est-ce qu'on peut dire catastrophiste? Je crois pas qu'on soit dans l'idéologie, je crois qu'on est dans... Voilà, donc c'est pas catastrophiste, c'est plutôt catastrophique. Donc,
tu te dis à un moment donné c'est le karma. Et ben si demain effectivement c'est le karma de l'humanité qui est la moitié qui part, etc. En fait ça me pose pas, parce qu'en fait c'est ça, je pense que derrière aussi le vaccin il y a des peurs de mort, etc. Et moi je me suis dit, c'est paradoxal, parce que tu te vaccines pour lutter contre la maladie, mais sauf que moi j'ai bien entendu et je suis assez ok avec ça, de dire il y a des choses, tu sais pas ce qu'ils te mettent dans le vaccin, etc. Mais en fait je me suis dit, bon moi en gros, de toute façon je vais vouloir bouger là, je vais pas pouvoir rester comme ça ad vitam aeternam. Le truc, dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, je sais pas. Visiblement, il y a une espèce de mouvement collectif, on y va. Bon, bah allons-y. Et d'être plutôt dans cette forme-là d'acceptation, en fait, de la chose. Et non pas ce truc de résistance, avec toujours cette peur, moi, d'un mot et d'un concept que tu manies et que tu connais très bien, qui est l'énantiodromie, en fait. Moi, pour moi, c'est ça, c'est rentrer en résistance, c'est favoriser le système, en fait. Alors vous allez me dire, ouais, mais du coup, oui, effectivement, je vais avoir mon vaccin, je vais avoir le pass sanitaire quelque part, je favorise aussi le système. Mais pour moi, d'y mettre de l'énergie comme ça, d'opposition, comme disait Jung, peut-être on peut rappeler la définition, qui est que peut-être je te laisse le. L'énantiodromie, c'est le chasseur, à force de chasser sa proie, devient comme la proie. C'est-à-dire, et ici, effectivement, dans ce cas précis, à force de critiquer tout et n'importe quoi, au nom de vérités qui sont d'ailleurs souvent toutes relatives, on devient comme ce qu'on critique. C'est-à-dire, et on se laisse envahir par les forces de l'ombre au nom de sa lucidité. Et donc, on se fait piéger. Donc, effectivement. Donc, pour moi, entrer dans le maquis, c'est pas lutter contre, hein, c'est rester dans l'espace du cœur et me mettre dans cet espace de réenchantement du monde. Donc c'est pas lutter contre ce qui se passe qui me semble assez terrifiant, hein, au-delà du vaccin. Le vaccin, c'est juste un épiphénomène dans l'histoire, mais c'est un symptôme. Puisqu'on est dans une société de contrôle. Oui, c'est un symptôme. Et puis, bon, bref. Mais c'est créer un autre espace de réalité qui est aussi légitime que l'espace, on va dire, mortifère dans lequel la plupart des gens vivent aujourd'hui. Et je dis mortifère parce qu'il est mortifère. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de burn-out au travail. On détruit la nature. Les relations humaines sont de plus en plus dégradées, etc. Il y a de plus en plus de violence partout. Bon. Donc, créer cet espace de réenchantement du monde, c'est-à-dire ce qui est en fait l'espace du cœur, à partir duquel se déploiera ou pas un autre modèle de civilisation. Et plus on sera nombreux à faire ça, plus il y aura des chances que ça puisse se déployer. Par-delà la question de la vaccination, évidemment. Il y a un point que tu as abordé que je trouve vraiment intéressant, et là pareil, je vais être très transparente, voire même cash, qui est la question, quand tu disais les 300, et tu disais le sang blanc, finalement, c'est la question de la royauté. C'est le régime de Dumézil, effectivement, le régime de la souveraineté. Donc, quelque part, on touche à la souveraineté. Moi, alors, peut-être c'est générationnel aussi, je n'en sais rien, parce que je dis ça, parce que quand on voit effectivement toutes les jeunes femmes de ma génération qui font beaucoup de chirurgie esthétique, ça dénote quand même d'un certain rapport au corps. Moi-même, je perçois pas, c'est terrible à dire, hein, mais mon corps n'est pas un espèce d'espace sacré comme ça qui est intouchable. J'ai eu des problèmes avec un implant, j'ai été voir sans problème, on m'a mis un implant. J'ai eu ma myopie, j'ai eu aucun problème à aller voir le chirurgien pour qu'il me corrige de cette myopie. Et pour moi, tout ça, c'est des espèces de corrections à mon corps naturel, mais qui m'amènent à... ce que tu disais, le surhomme, qui est un mythe très faustien, mais si tu veux, moi je le vois et je le vis et je l'expérimente de manière très positive. Je te parlais de ma maman aussi qui a eu des gros problèmes de vue. Je pense qu'ils ont été peut-être 10 dans le monde à avoir l'opération qu'elle a eue, mais heureusement, parce que sinon elle finissait aveugle, et je me dis, mais sans cet apport de la technologie, sans cette distance avec le corps, alors c'est dur à dire, le corps qui n'est pas sacré, et peut-être en fait je le dis de manière provocatrice comme ça, et qu'il y a sans doute des limites, mais quand même, je suis l'enfant les films porno, etc. Je pense que tout ça participe à un imaginaire du corps qui n'est plus considéré comme un espace sacré. Donc, faut pas, je ne le nie pas, on vit dans un monde qui est celui-ci, mais de fait,
à aucun moment, moi, quand je fais le vaccin, je me dis, bah là, il y a quelque chose. Au contraire, je dis, vas-y. D'ailleurs, je suis tatouée et tout, et pour moi, mon corps est aussi un espace d'expérimentation. Et c'est vraiment comme ça que je l'ai vécu, avec un peu de curiosité, de dire, bah tiens, on va bien voir, et tiens. Et puis, et aussi en me disant, et là, il y a peut-être une contradiction par rapport à toutes les personnes qui disent, oui, mais ça va jouer avec la connexion à l'âme, etc. Bah, moi, mon âme, elle n'est pas dans mon corps, en fait. Et globalement, je me suis même dit, bah tiens, s'il se passe des choses dans mon corps, ça va être dans un processus de transformation et bah, accueillons-le, parce que ça se trouve il se serait fait dans 10 ans, bon, bah, avec le vaccin il va se faire dans 2 mois et puis voilà, mais du coup j'ai essayé d'être cohérente jusqu'au bout, et parfois il y a certaines personnes dans ce que j'ai pu entendre qui tiennent des propos qui pour moi sont pas cohérents. Si tu considères que ton âme elle est pas dans ton corps, bon bah, et que ton corps c'est qu'un vaisseau, bah ton vaisseau t'as le droit de le retaper un peu comme il y a beaucoup de confusion dans ce rapport au corps, je trouve. Il y a le corps-objet, pornographie, vaccination, voire tatouage, puisque le tatouage c'est un décor, c'est-à-dire c'est une signature en même temps identitaire, mais il y a quelque chose où on fait de la décoration sur son corps, donc c'est comme un mur qu'on décore quelque part, pour habiter sa maison. Donc après, il y a quand même le corps vivant, c'est-à-dire qu'il y a un système biologique qui fonctionne avec une globalité. Dès qu'on touche un truc, on touche à tout, vaccin, tatouage, etc., y compris, si tu veux. Donc, et là, ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire c'est le système imprévisible, c'est-à-dire on ne sait pas comment ça va se transformer, quelle est la résilience qui est derrière. Bon, alors c'est une façon de faire bouger la conscience, puisque dès qu'on touche le corps, on touche aussi à la conscience. C'est la question du somatopsychique et du psychosomatique, ça marche dans les deux sens. Après, il y a le corps symbole. Donc le corps, c'est ni un objet, ni seulement un objet, ni seulement un système vivant, mais c'est quelque chose qui va porter du sens. Donc si on touche au corps, on va dans notre inconscient, il va y avoir des sens nouveaux qui vont émerger, ou des sens anciens qui vont disparaître. On parlait du masque tout à l'heure. Alors, on peut dire effectivement d'un point de vue purement rationnel, mettre un masque sur le nez, la bouche, c'est sanitaire, certes, mais ça a la même fonction que la cravate. C'est-à-dire, c'est une image sociale, et ça envoie un message à l'inconscient. Donc, envoie l'image du mutisme, de la soumission, du silence et de la capacité à se relier au lointain, mais plus au présent. Et la cravate, on va dire, c'est un objet inutile, mais elle a une fonction symbolique. C'est-à-dire, celui qui la porte, il montre qu'il est, qu'il est en accord avec le système social dans lequel il se trouve. Donc il ne faut pas sous-estimer la force du symbole, des symboles qu'on met sur le corps, que ce soit le vêtement, que ce soit le tatouage, ou que ce soit la piqûre de vaccination. Parce que ça parle quelque part à l'inconscient. Et ça peut être une puissance de métamorphose. Mais effectivement, ce que je trouve intéressant, c'est quand même de partir du postulat que ce changement-là, on ne sait pas s'il est positif ou négatif. Et en tous les cas, par exemple, c'est-à-dire que moi, je ne me suis pas dit, parce que c'est un vaccin, parce que c'est de la techno, parce que c'est de la science, c'est négatif. En fait, je ne me suis pas dit c'est négatif, c'est positif, j'ai essayé de ne pas mettre ce postulat-là. Et en l'occurrence, moi, c'est vrai que par l'exemple que je donnais de ma maman avec son opération aux yeux ou la mienne de la myopie, il est très juste que la modification de notre vision, moi, le fait de me réveiller et de voir dans un détail que je ne percevais pas avant, ça a complètement changé mon rapport au monde. Et quand j'en ai parlé avec ma maman, parce qu'elle, c'est pareil, elle a un œil en fait qui voit loin et un œil qui voit près, et elle, ça a complètement changé pareil son rapport au monde, et elle s'est ouverte d'ailleurs d'un point de vue psychique, comme jamais j'aurais imaginé qu'elle puisse s'ouvrir, parce que c'était quelqu'un qui pour moi était pas mal dans une boîte, d'ailleurs elle travaille dans une grosse boîte, mais qui était... Voilà, le fait d'avoir son opération de la vue, sa vision a changé, mais c'est aussi son rapport au monde. Et là, pour moi, c'est plutôt très positif, si tu veux. Donc, partir du principe et des postulats, comme j'ai pu l'entendre, que parce que c'est le vaccin, parce que c'est scientifique, parce que, du coup, ça, tu vois, je suis un peu... En tout cas, bon, jusqu'ici, c'est pas l'expérience que j'en ai eue. Moi,
mon point avec la science a plutôt été positif et je l'ai plutôt vu comme une avancée, en fait. Ça m'a aidé dans ma vie. Oui, mais là, on va vers le transhumanisme, hein, si on pense comme ça. Oui. C'est-à-dire la toute-puissance de l'homme faustien qui, grâce à la technologie, dispose de la connaissance, du contrôle et de la vie éternelle. En même temps, bon, on va peut-être pas le développer ici, mais le transhumanisme, en fait, c'est l'aboutissement de l'humanisme, qui est né en 1399, à un moment de la Renaissance italienne, qui dit, au fond, qu'il place l'homme au-dessus de tout. C'est-à-dire il le place l'homme à la fois au-dessus de la nature et au-dessus du sacré. Donc on va développer la raison, parce que l'homme est un être de raison, et on aboutit aujourd'hui donc à une espèce de... En tout cas jusqu'en 1900, jusqu'à une espèce d'aboutissement de la pensée rationnelle scientifique. Ça a changé avec évidemment la mécanique quantique, on est passé dans autre chose, mais... le transhumanisme est l'enfant de ça, c'est-à-dire c'est l'être humain hyper narcissique en réalité, qui se place au-dessus de tout, c'est-à-dire au-dessus du sacré et de la nature, puisqu'il est omnipotent, omnipuissant, omniscient et éternel, qui réincorpore les qualités de Dieu au fond. Et du coup, il y a une espèce de coupure de l'être humain, à la fois de la nature, du sacré, et voire même du social, puisqu'on va vers des inégalités terrifiantes dans ce schéma-là. Donc, après, évidemment, la porte d'entrée du transhumanisme, c'est de dire... vous voyez, on a fait remarcher quelqu'un qui avait perdu une jambe, ou on a fait... et moi aussi, j'ai été opéré des yeux. Et c'est vrai que sinon, je serais sans doute aveugle aujourd'hui. Mais néanmoins, ou je serais peut-être même mort, d'ailleurs, parce que j'ai été opéré du cœur aussi. Mais est-ce que c'est important de ne pas être mort ou d'être aveugle? J'ai été aveugle pendant 6 mois à peu près. Parce que l'opération a été très bien faite, mais les conséquences ont été difficiles. Et j'ai fait une expérience que je n'aurais jamais faite si j'avais eu la vue normale. Parce que j'étais dans un tel état de désespoir, mais profond, j'ai sérieusement envisagé de me suicider. Et donc j'étais au Portugal à ce moment-là, donc je regardais comment rentrer en France, chez moi, et je faisais mon testament, j'allais dans la forêt, me laisser mourir, etc. Puis tout à coup, j'ai vu qu'il n'y avait personne à tuer. Parce que ça m'a fait passer l'idée radicalement, parce qu'on peut pas, que j'étais personne. Donc quand on est personne, évidemment, il n'y a personne à tuer. Et donc c'était une expérience fondatrice, c'est-à-dire j'ai réalisé que ce que j'appelle le jeu... Mais grâce à l'opération grâce au fait d'être aveugle en même temps. Grâce au fait que l'opération n'a pas réussi comme elle aurait dû réussir. Normalement, je devais retrouver la vue au bout de 3 jours. Au bout de 3 jours à l'hôpital, ils m'ont dit il faudra 3 semaines, et au bout de 3 semaines, ils m'ont dit il faudra 3 mois, c'est revenu au bout de 6 mois. Donc, mais ce que je veux dire, c'est que on peut évidemment essayer de corriger l'état du corps pour être plus adapté à ce qu'on considère comme une vie adaptée en réalité. Mais peut-être que les pathologies qu'on a sont aussi des moyens de développer des dons et des qualités qu'on n'aurait jamais développées autrement. C'est ça que je veux dire. Si la vue extérieure baisse, peut-être ça va nous amener à la méditation, à la vue intérieure. Tirésias, le voyant de la mythologie grecque, était aveugle. Et ça veut dire celui qui aime les signes, son nom. Donc c'est toute la question de l'agir, en fait, qui est derrière. Est-ce que je dois agir pour améliorer les choses en fonction de mes standards du bien et de mes standards de... il faut que j'ai une bonne vue pour me débrouiller, bien lire, bien écrire, bien regarder la télévision et bien voir les étoiles, ou bien voir les autres, ou est-ce que simplement tout ce qui m'arrive est une expérience que je suis amené à philosopher et qui va m'amener à un nouveau regard, sans jeu de mots, sur la réalité. C'est toute la question, tu vois. Et je n'ai pas de réponse là-dessus. Parce que, dans certains cas, l'action est pertinente, et dans d'autres cas, il faut surtout ne rien faire et accueillir la pathologie qui nous arrive comme une grâce, parce que derrière elle, il y a une révélation. Mais c'est vrai que, de fait, si tu veux, j'ai pas eu peur, comment dire. C'est parce que justement, moi, je connais beaucoup tes travaux et que je suis nourrie aussi par cette approche-là, qu'en le faisant, je me suis dit, de toute façon, ce qui peut arriver, ça sera que
un potentiel de sens qui peut-être va arriver, ou peut-être pas, et peut-être que... Mais de fait, du coup, je ne l'ai pas vu comme une violence, voire comme un viol fait à mon intégrité, parce que je me suis dit, quoi qu'il arrive, de toute façon, c'est un parcours, si je dois y aller à titre individuel, bah allons-y, puis si on doit y aller d'un point de vue collectif, allons-y aussi. Et ce que je trouvais intéressant dans ce que tu disais sur l'opposition, effectivement, le tout scientisme, et puis versus le tout chasseur-cueilleur, la nature, etc. On en parlait juste avant sur l'idée que le temps n'est pas linéaire, mais est cyclique, et cyclique plutôt sous la forme d'un nautilus, c'est-à-dire que c'est la spirale en définitive. Et moi, il me semble que dans le mieux, effectivement, on n'est plus dans une opposition, parce qu'on voit bien que la science s'épuise et ça arrive à bout de souffle, et je me dis qu'au mieux, effectivement, l'humain et notre humanité se dirigent vers à la fois les apports merveilleux de la nature, un respect de l'environnement, de l'écologie, de la nature, mais sans renier la dimension scientifique, donc avec la technologie qui nous aide, et l'inverse est vrai, c'est-à-dire justement d'être dans un respect par rapport à cette nature-là, et sans pour autant d'avoir un rapport harmonieux avec cette nature, mais sans pour autant revenir à l'époque des chasseurs-cueilleurs, c'est-à-dire de vivre dans un monde harmonisé entre ces deux puissances, la puissance de la nature, remettre du sacré justement dans la nature, la puissance de Gaïa, etc., la vivre à travers soi, être en osmose avec le monde des végétaux, des animaux, etc., et en même temps conserver la dimension positive de cette science et de cette technologie qui peut nous... Et pour moi, justement, je m'étais dit, comme on n'est plus dans un temps linéaire mais cyclique et que c'est une spirale, bah peut-être que ce troisième temps, ce troisième souffle va être un monde qui sera en équilibre des deux, où la technologie nous servira à être en osmose avec la nature, peut-être. L'équilibre, c'est la mort. Bon, bah on est mort. Non, mais l'équilibre thermodynamique, c'est le château qui est redevenu dans le sable, si tu veux. Et donc, l'utopie d'un monde parfait ou équilibré ou harmonieux, on met les mots qu'on veut, mais est dangereuse, pour deux raisons. D'abord, parce qu'elle ne tient pas compte de l'ombre. Et l'ombre, c'est au sens psychologique comme au sens d'ailleurs de ce qui est encore inconnu, de ce qui n'est pas encore mis en lumière, c'est ça qui va nous stimuler, nous faire avancer et nous transformer. Et puis, elle est dangereuse au sens thermodynamique, puisque quand on est dans l'équilibre, en fait on s'ennuie. Et quand on s'ennuie, on va chercher des expériences qui sont intenses, qui vont casser l'ennui en quelque sorte. Et c'est Saint Augustin qui disait ça. Le mal, il vient pas de l'ignorance, comme au sens occidental, pas au sens bouddhiste. Le mal vient pas de l'ignorance, c'est-à-dire du manque d'éducation. Le mal, il vient de l'ennui, c'est-à-dire quand on est dans un monde un peu où tout va bien, on a envie de prendre de la confiture dans le pot de confiture sans se faire prendre, parce qu'il y a une espèce, ou d'aller jouer au casino, parce qu'il y a une espèce d'adrénaline qui ressurgit. Donc la vie est un danger permanent. Si on oublie ça, on est mort quelque part. Donc et c'est le problème actuel, c'est-à-dire on veut créer une société sans danger, pour revenir au problème sanitaire. Mais une société zéro danger, zéro risque, c'est une société qui est morte, en prétendant lutter contre la mort en réalité, en fait. Mais pourquoi elle est morte ? Parce qu'elle est figée dans une absence de risque, et dès qu'il y a absence de risque, il n'y a plus de vivant, il n'y a plus de joie. La joie naît du risque en réalité. Donc, moi je veux bien que rêver d'une société idéale, harmonisée, homme, nature, sacrée, mais ça n'existe pas. On est sans cesse en chemin, et le vaisseau Terre bouge en permanence autour du Soleil, le Soleil lui-même autour du centre de la galaxie, ce qui fait des mouvements spiralés, d'ailleurs, partout dans le vivant. Et si on ne suit pas cette spirale, on devient statufié dans des statues et on devient comme des vieux monuments qui sont inhabités.
Donc c'est dangereux ce monde tout sécuritaire et tout sanitaire dans lequel on se dirige, hein, parce qu'on ne valorise plus la peur. On veut éradiquer la peur. Or la peur, c'est cet aiguillon qui va nous permettre d'approfondir notre conscience si on la regarde en face. Et si on fait ça, il y a de la joie qui ressurgit. Il y a un sentiment d'existence pure qui ressurgit. Donc, voilà, c'est quelle société on veut, au fond. Oui, mais alors est-ce que le fait, pour moi, justement, la limite, c'est de croire que parce qu'on ne va pas se faire vacciner, on va participer à une société qui est meilleure ou une société qui est différente. Pour moi, il y a un leurre là-dedans. Si tu veux, c'est pas parce que tu vas pas te faire vacciner. On n'ira pas dans une société meilleure parce qu'on n'est pas vacciné. Pour moi, c'est un marqueur symbolique. Ou c'est une goutte d'eau qui fait déborder le vase. Mais c'est pas la goutte d'eau qui va changer le monde, mais elle fait quand même déborder le vase. C'est-à-dire, elle crée une espèce d'acte de résistance, pour revenir à ce terme, par rapport à la pente globale dans laquelle on se trouve. Donc, il faut bien des moments de rupture, si tu veux, c'en est un, mais ça peut ne pas en être un, ou il peut y en avoir d'autres, peu importe. Mais je ne cristalliserai pas sur la question de la vaccination. Je dis juste que c'est un catalyseur qui fait qu'il y a il y a un moment où il faut décider que. Ce qui est terrible, c'est ce sentiment d'impuissance, qu'on soit vacciné ou pas vacciné, qu'on partage. Parce que moi, je voulais voyager, donc j'ai dû me faire vacciner, et puis ceux qui ne sont pas vaccinés ne vont pas pouvoir voyager cet été comme ils l'entendent. Donc tu as l'impression que de toute façon, peu importe la manière dont tu as symbolisé ou non cet événement-là à titre personnel, il y a une sorte d'empêchement, effectivement, qui fait que de toute façon, on t'impose quelque chose et tu n'as pas tellement ton mot à dire là-dessus. Et la petite astuce que je vois qui m'est très désagréable, pour juste revenir là-dessus, c'est cette question du clivage, où je trouve qu'il y a des communications qui accentuent volontairement, alors qu'en fait le dénominateur commun, c'est justement de vouloir reprendre sa vie en main, d'être décideur et d'être roi en son domaine. Et ça, effectivement, n'est pas autorisé. Donc, après, c'est évident que chacun fait ce qu'il veut, mais après, il y a tous les faux arguments d'immunité collective, de culpabilisation, tout machin, qui sont malhonnêtes quelque part. Donc ça, c'est une question assez complexe. Mais moi, ce qui me choque aussi, si tu veux, c'est qu'on est en train de regarder un petit hérisson avec un gros microscope, au lieu de regarder un pas plus loin, et que la vraie catastrophe qui arrive, qui est le changement climatique. Donc tout ça, c'est des excuses, en réalité, pour aller droit dans le mur. Et alors j'avais parlé de ça en souriant et en m'amusant de ça, mais je m'étais fait la remarque que sur Netflix dernièrement, et ces dernières années, mais avec une montée en puissance incroyable, il y avait beaucoup de films de zombies, et notamment... donc il y a eu Army of the Dead dernièrement, mais c'était la première série The Walking Dead, voilà, que j'ai pas vu. Je m'excuse de pas m'être souvenu tout de suite du titre. Mais effectivement, donc ça a été une des premières phares. Il y en a eu beaucoup avant, mais il y en a eu encore plus après. Et je trouvais ça intéressant, ne serait-ce que d'un point de vue symbolique, et de se dire, est-ce que là il n'y a pas l'expression d'un inconscient collectif, et bon, moi j'en suis assez certaine que justement dans tous ces matériaux, dans tous ces corpus culturels, on peut trouver comme ça des traces de cet inconscient collectif qui s'exprime. Le fait qu'il y ait une émergence comme ça de tous ces films de zombies, alors forcément il y a une lecture piège qui est une lecture un peu littérale, et on s'imagine très vite l'histoire que ça peut être de soit des gens qui ont été vaccinés qui deviennent zombies, ou soit des gens qui n'ont pas été vaccinés, qui chopent le virus et qui deviennent zombies. Bon, en réalité, on pourrait même se dire que de toute façon, puisqu'on parlait des frontières qui s'effacent entre le monde des morts et le monde des vivants, moi je connais des vivants qui sont morts, qui sont des zombies, travail, et puis peut-être il y a des morts qui sont plus vivants que ce que l'on s'imagine. Notamment dans les corps conservés. Oui, exactement. On disait que les corps, comme les corps des saints aujourd'hui, finalement, on mange beaucoup de conservateurs et les corps sont conservés. Mais je pense aussi, par exemple, à l'effet Mandela
Mandela en physique quantique, qui est, je ne sais pas si tu connais ça, alors c'est une chercheuse en fait qui va à une conférence et puis là elle apprend que Nelson Mandela est toujours vivant. Et elle dit non mais en fait il est mort Nelson Mandela. Et la personne lui dit non, il est vivant. Et là, ça lui fait comme un choc, parce qu'elle se souvient précisément du jour où Nelson Mandela est mort, de ce qu'elle faisait, du cortège à la télévision, de tous les habits, les costumes qu'elle a pu voir, etc. Donc elle s'est dit, c'est quand même très étonnant. Elle a mené une enquête autour d'elle, et elle s'est rendue compte qu'elle n'était pas la seule à avoir assisté aux mêmes funérailles donc, de Nelson Mandela. Et en fait, c'est cet effet un peu étonnant, sans rentrer dans des considérations de physique quantique un peu trop techniques, qui font qu'il y a deux confrontations du réel, il y a deux matérialités du réel entre... Il y a peut-être un moment donné où Nelson Mandela il est vraiment mort, et puis un peu comme le chat de Schrödinger, voilà exactement, à la fois mort et vivant, il est ressorti vivant, mais en fait il y a des gens qui ont pu rester connectés à une dimension, une vision de Nelson Mandela qui était mort. Donc c'est assez surprenant, mais d'un point de vue quantique c'est explicable, puisqu'en fait comme le passé, le présent et le futur ne sont pas linéaires, il y a des résurgences en fait et des matérialités qui se font plus ou moins. Donc voilà, donc ça je trouve ça intéressant sur effectivement les morts qui sont pas morts, etc. Bon. Et on voit bien comment les frontières se brouillent et sur l'imaginaire de l'homme zombie, il y a cette lecture littérale, mais d'un point de vue symbolique, de toute façon, on voit bien qu'il y a une transformation du soi qui se fait vraisemblablement. C'est intéressant ça, parce que si on regarde le mythe de Faust, alors Faust justement c'est celui qui a vendu son âme au diable et qui, au nom d'ailleurs de la satisfaction immédiate de tous ses désirs, c'est-à-dire au nom du capitalisme quelque part, parce que c'est ça la force du capitalisme, qui a éradiqué toutes les cultures du monde, c'est-à-dire parce qu'elle promet à chacun la satisfaction immédiate de ses désirs. Mais bon, le personnage de Faust est né dans les années 1480 à Rhodes, en Allemagne. Et après on a eu Marlowe, après on a eu Goethe, et puis après on a eu pas beaucoup de films sur ce mythe juste avant la Deuxième Guerre mondiale. Et après, il s'est incarné dans le nazisme. C'est-à-dire, au fond, pour qu'une grande idée force devienne réalité, elle descend d'abord des plans subtils jusqu'au plan de l'imaginal, avec le cinéma, et ensuite au plan physique. Et aujourd'hui, on est dans une société faustienne, c'est-à-dire où on est dans le contrôle, et on sait que ceux qui ont l'information détiennent le pouvoir. Et ils peuvent du coup satisfaire tous leurs désirs, puisqu'ils ont la puissance financière. Mais c'est intéressant ce que tu dis par rapport aux zombies, parce qu'au fond, s'il y a beaucoup de films par rapport à cette thématique du zombie, c'est-à-dire de celui qui s'est coupé de son âme, au fond, peut-être qu'il est en train de s'incarner maintenant, peut-être c'est des films qui ont une fonction un peu prophétique par rapport aux grandes forces historiques qui animent notre civilisation. Alors j'en profite pour faire ce point, c'est-à-dire il y a au moins 3 grilles de lecture en fait sur ce qui se passe aujourd'hui. D'une manière dans la crise qu'on traverse aujourd'hui, c'est-à-dire on peut dire au fond c'est de l'incompétence notoire des responsables politiques, parce que il y a plein de corruption, il y a plein de conflits d'intérêts, il y a plein de machins d'incompétence, et que du fait ça fait un salmigondi de grand n'importe quoi. Ça c'est l'hypothèse haute. L'autre hypothèse, c'est de dire c'est des forces historiques qui produisent notre histoire actuelle et qui font partie d'un grand processus d'involution et d'évolution dont on n'a pas les aboutissants. Et donc il faut passer par cette phase, on va dire, de société de contrôle pour amener peut-être à une nouvelle prise de conscience et une résurgence du spirituel dans l'être humain. Et puis la troisième hypothèse, c'est de dire, effectivement, il y a une on rejoint les thèses complotistes, c'est-à-dire, c'est de dire, il y a un plan qui est derrière, parce que comme on comprend tant d'incompétences et tant de contradictions, donc il y a un plan qui est derrière, et ce plan-là, on ne sait pas ce que c'est. Donc voilà, c'est au moins les 3 hypothèses qui sont en jeu aujourd'hui. L'hypothèse de Philippe Guillemant, il en parle dans Le Grand Virage de l'Humanité, c'est que justement quand il y a tellement une irrationalité qui arrive dans le présent, c'est-à-dire tellement de coïncidences, parce qu'effectivement, par exemple, sur
l'hydroxychloroquine, merci beaucoup. Comme par hasard, quelques mois avant, il y a interdiction, etc., de vendre ce produit. Enfin, il y a des choses, les coïncidences sont quand même... Mais c'est intéressant parce que dans son livre, il fait la liste comme ça, et il y a au moins une quinzaine de coïncidences. On se dit, mais oui, c'est vraiment très étonnant. Lui ne l'explique pas du tout en disant il y avait un plan derrière, etc. Mais effectivement, c'est parce qu'en fait, il y a un moment donné où c'est le... ça, c'était la voie du futur, en fait. Et le futur sent il va plus tellement être là, et c'est plutôt le futur lumineux, peut-être, qui va se tracer. Et en tous les cas, ces traces d'irrationalité, ces coïncidences, qui sont presque des synchronicités, alors heureuses ou malheureuses, je ne sais pas comment le dire, mais pour lui, cette résonance de l'irrationalité montre que, justement, en fait, c'était un des futurs qui était tracé, qui est en train d'être remodélisé, quoi, qui laisse la place à ce qui nous conduit à une quatrième hypothèse, qui est le fait aussi que l'humanité aujourd'hui, à force d'être dans la raison apollinienne, c'est-à-dire le désir de lucidité, de clarté, de rationalité, de contrôle, etc., est aux prises avec un ressurgissement de son ombre. C'est-à-dire tout ce monde irrationnel, magique, le monde du mystère, le monde chamanique, le monde de la quête du Graal, etc., tout ce monde-là qui a été mis sous le tapis ou dans le couvert de la marmite, il ressurgit d'une manière archaïque et primitive à travers cette irrationalité aberrante qu'on a aujourd'hui, qu'on appelle de la science. Qu'on appelle de la science, qu'on appelle des mesures sanitaires, pour être précis. Donc peut-être qu'on est confronté à une bouffée d'ombre, à une bouffée de panique, à une bouffée d'irrationalité, du fait d'un excès de lumière, d'un excès de clarté apollinienne, tu vois. Et alors si c'est ça, c'est tant mieux, parce que ça veut dire que ça va s'épuiser, et qu'après on va revenir vers des choses plus équilibrées. On verra. On verra bien. On verra, oui et non, parce que on n'est pas seulement spectateur de l'histoire, tu vois, on est aussi acteur, d'abord de notre histoire, et ensuite de la grande histoire. Donc c'est difficile d'être suffisamment lucide pour comprendre la direction de tout ça. Juste, je reviens sur ce point-là parce que alors je ne sais pas comment ça va être interprété, parce que je ne sais pas comment je vais le dire encore, mais tu vois, alors moi j'entends, je suis assez sensible à ces questions justement sur la résistance, sur comment tu mets en place un contre-pouvoir, etc. Mais pour moi, j'ai presque l'impression justement que comment dire ? D'une part, parce qu'il y a ces processus d'énantiodromie, je trouve que c'est j'ai du mal, tu vois, il y a une partie de moi qui est très sensible à ce type de discours, et il y a une autre partie qui ne veut pas rentrer justement, qui ne veut pas rentrer là-dedans, qui ne veut même pas en faire une lutte politique, effectivement, parce que je veux pas nourrir ce système-là, tu vois, et effectivement de dire, et c'est pour ça que je me retiens, parce que moi j'ai beaucoup suivi quand même cette question-là, et comme tu sais, justement, il y a mon livre Anti-Bullshit qui va sortir, et qui, si tu veux, pendant cette période de confinement, c'était tellement irrationnel, fou, il y avait tellement des déclarations dingues, que tu pouvais prendre ton crayon et ton stylo et noter, et te dire, mais on vit vraiment dans ce monde-là, c'est quand même fou. Et il y a un moment donné, tu peux tous les matins te lever et être complètement... trouver ça horrible, honteux, cracher sur le gouvernement et tout ça, ce que vraiment, je peux prendre beaucoup de plaisir à faire par ailleurs, et ça me soulage beaucoup. Mais il y a un moment donné où tu sens que c'est un espèce de puits sans fond, et que tu ne peux pas rester là-dedans. Donc, moi, l'écriture, ça a été une manière de le transformer, mais tu vois, je peux pas rester, je veux pas être dans un territoire, je veux pas être dans un monde de lutte. Donc c'est pas... Non mais moi non plus, on est d'accord là-dessus. C'est ça, tu vois. Mais, je pensais à ça parce que c'est vrai que je vois l'ouvrage de Barbara Stiegler sous les yeux, et c'est vrai que tous ces discours qui sont des discours quand même qu'on retrouve, j'allais dire de gauche, qui sont plutôt avec des marqueurs effectivement de contre-pouvoir, de contre-politique, etc. Moi, il m'épuise et il me fatigue très vite parce qu'il me demande beaucoup d'énergie, c'est beaucoup de colère, c'est beaucoup... Alors parfois, je peux pas m'en empêcher, donc je vais faire un tweet, c'est plus fort que moi, mais je veux pas monter sur mes ergots tous les 4 matins. Tu te laisses rattraper par l'hydre de l'air. Exactement. On ne change que ce qu'on remplace.
Donc, on ne change pas ce qu'on critique, on change ce qu'on remplace. C'est-à-dire, s'il y a cette espèce... Ce que je veux dire, c'est que notre seule voie de sortie dans cette espèce de gabegie, le monde d'avant n'était pas... C'était nul. Enfin, moi, il y avait bon non plus, oui, parce que c'est une espèce de gabegie terrifiante, de fausse joie et de... C'est pour ça le c'était mieux avant, c'était super et tout, effectivement. Bon, et en plus, elle détruisait la planète. Donc c'est pas non plus une solution, donc il faut bien un coup d'arrêt à tout ça. Mais pour mettre quoi à la place ? Et donc, de mon point de vue, l'avenir ne peut se placer que dans l'espace du cœur. C'est-à-dire que grâce à toutes ces personnes qui ont fait l'expérience intime de leur, on peut appeler ça leur âme, ou leur être essentiel, et qui ont perçu cet espace intérieur de pure paix, de pur amour, de pure joie, de pur espace, de pur... peu importe suivant les personnes, mais... Moi, c'était plutôt une dimension de pur amour, en réalité, à quel point j'arrivais plus à parler. Quand j'ai passé 10 jours dans le désert et ensuite j'ai fait cette expérience là-bas. Mais peu importe, mais c'est que à partir de cet espace-là qu'un nouveau monde peut se reconstruire. On a d'ailleurs senti, mais malheureusement, le politique a encore tué un beau mot, qui est le mot bienveillance, tu vois, qui a été utilisé, mais qui était abandonné, et qui est devenu juste un argument politique. Le care aussi, c'était une jolie... Le care, la notion du care, de prendre soin de l'autre. Oui, c'est terrible de voir comment aussi les débrouiller. Voilà, donc les forces d'avidité, en fait, récupèrent en permanence les mots et les étincelles de nouveaux mondes qui commencent à essayer de sortir. Donc ça ne peut se faire que parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui sont dans cette conscience-là, vaccinées ou pas vaccinées d'ailleurs, à la limite peu importe, mais enfin peu importe tout court d'ailleurs. Mais donc c'est parce que ce confinement est aussi une bénédiction, ou cette isolation dans laquelle on se retrouve, parce que ça nous permet de se retrouver soi avec soi, dans la pure solitude, qui est aussi une bénédiction, parce que c'est de là que peut émerger notre essence. Voilà, c'est la seule voie de sortie que je peux entrevoir, si tu veux. Et un point qu'on a abordé très rapidement, qui est peut-être un petit peu en marge de cette discussion-là, mais justement, puisqu'on a abordé la question du politique, là, dans moins d'1 an maintenant, ça va être les prochaines élections présidentielles. Bon, moi, je suis déjà assez effarée de voir comment... tout est déjà mis en place pour un futur, pour rejouer la même scène encore et encore. Moi, je suis abstentionniste, je le revendique. Tu vois, c'est un peu cette même logique aussi, c'est de se dire, il y a un moment donné, moi, je ne veux pas cautionner ce théâtre-là, ce spectacle-là, donc je ne vais pas prendre... Donc je n'y vais pas. Pour certains, effectivement, et je peux le comprendre, qui sont partisans et qui pensent... pouvoir renverser ce système-là, c'est perçu comme une forme de lâcheté, où on va trouver plein de raisonnements sur qu'est-ce que c'est que la citoyenneté, etc. Moi-même, je m'intéresse beaucoup à la politique, je m'intéresse beaucoup à ces notions-là de citoyenneté, mais j'avoue que c'est au-dessus de mes forces, justement, pour toutes ces questions d'énantiodromie, d'être acteur, etc. Alors, c'est terrible parce que c'est interprété comme une sorte de passivité, alors qu'effectivement, c'est plutôt, dans mon sens, être acteur. Je voulais avoir ton point de vue, justement, sur qu'est-ce qui peut se jouer, se rejouer, ou se faire différemment d'un point de vue symbolique sur cette question des prochaines présidentielles. Déjà, quand tu dis je pense que c'est interprété comme une passivité, non, c'est le discours dominant qui dit que c'est une passivité. Parce qu'il ne peut pas dire autre chose. Il ne peut pas dire on a été totalement nul, on n'est pas à la hauteur de notre mission sociale et donc on va changer notre manière d'être, donner tous les pots de vin qu'on a reçus ou tous les salaires même qu'on reçoit des organismes humanitaires pour faire avancer l'écologie, le bien-être des enfants, le travail, lutter contre l'esclavage des enfants, etc. Ils ne vont pas faire ça. Donc le seul discours qu'ils ont, c'est de dire il y a un désintérêt pour ce qu'on fait. Donc ils se mettent en position en fait de victime, etc. Donc c'est toujours la même histoire, c'est-à-dire la grosse difficulté de l'humain au fond, c'est quoi ? C'est qu'il a deux postures de défense qui sont difficilement perçables. La première c'est le déni, la deuxième c'est la culpabilité. On le voit par rapport à la crise écologique.
Il y a tous ceux qui sont dans le déni et qui disent sans oser le dire, après moi le déluge, et tous ceux qui disent oh, mais vous n'allez pas nous culpabiliser, on n'y est pour rien, c'est pas de notre faute, etc. Donc on va continuer à rien faire. Donc la victime a un pouvoir terrifiant sur le monde ordinaire et celui qui est dans le blanc d'ignorance volontaire aussi. Donc du coup c'est compliqué de traverser ces deux blocos ou ces deux armures. Bon, alors après, l'abstention, pour moi, c'est un acte politique. C'est-à-dire, c'est pas pour rien qu'on a refusé de comptabiliser les bulletins blancs, si tu veux. C'est justement de dire, voilà, ben, dans l'offre qu'on a, il n'y a rien qui me convient. Et donc, c'est un signe d'honnêteté intellectuelle de s'abstenir, puisque rien ne correspond à ce qu'on souhaite. Et on ne va pas voter pour le moins pire, parce que de toute façon, on sait bien que le moins pire, ce ne sera pas forcément très différent du plus pire. Donc, Je crois que c'est une citation d'Hannah Arendt que je vais très mal redire, mais qui parle du moindre mal en disant ceux qui choisissent le moindre mal oublient souvent qu'ils ont quand même choisi le mal. Parce que dans le moindre mal, effectivement. Je crois qu'elle disait, là encore je vais mal le redire, mais ceux qui n'agissent pas sont dans une situation de complicité passive. Mais je crois pas en l'occurrence ici. On n'est pas dans le système du nazisme, on n'est pas... la complicité passive, ce serait... oui, je sais pas, c'est compliqué. Mais donc ça veut dire qu'effectivement, sur les prochaines élections, il ne va pas y avoir beaucoup de votes. Non. On va avoir une personne qui va être élue par 2 personnes sur 10. C'est ça, à peu près. C'est ça. Donc il ne sera pas très représentatif. Non. Et donc il y a une coupure entre ce qu'on appelle des élites avec beaucoup de guillemets et puis les aspirations des gens qui peuvent être multiples et du reste très, très contradictoires aussi. Donc je ne sais pas. C'est vrai que si on ne vote pas, on va vers un système autoritaire. Oui. Voire totalitaire, oui. Et si on vote, on conforte un système autoritaire. C'est ça qui est assez complexe. Ouais. Et en fait, je suis heureuse, entre guillemets, qu'on arrive sur cette partie-là, parce que pour moi, la vaccination, c'était un peu ça. C'est-à-dire que tu sois vacciné ou pas vacciné, dans les 2 cas, ton dilemme, il est... C'est pas très réjouissant quoi qu'il arrive, c'est ça il y a quand même cette dimension de quoi que tu choisisses, c'est quand même très enfermant. Non, j'ai pas trouvé de troisième voie, comme dirait Paul Ricoeur, qui soit très... Si tu veux, qui soit une transformation justement de ces deux... Là, de toute façon, la question elle est posée en termes de dualité. Je suis vacciné ou je ne suis pas vacciné, donc on n'a pas beaucoup d'alternatives, puisqu'on nous a interdit de nous soigner. Et on a interdit les médicaments, ce qui fait partie de cette absurdité ambiante. Qu'est-ce que je voulais dire Et donc c'est vrai que parfois quand on est dans ce monde dual, on a du mal à sortir de ces... Tu vois, la difficulté c'est de pouvoir créer... Et parce que la question est mal posée. Enfin, elle est posée pour nous enfermer en réalité. C'est le faux dilemme. C'est le faux dilemme. Mais quand c'est à un niveau individuel, à la limite, tu te gères avec toi-même, mais quand c'est à un niveau collectif, c'est ça qui est très compliqué. Par rapport au collectif, là encore, il y a deux arguments différents qui sont légitimes. C'est-à-dire, tu te fais vacciner parce que tu participes à l'immunité collective. Voilà, parce que 60%, maintenant on dit 80%, on ne sait pas pourquoi on exagère toujours. Mais 60% des gens seront vaccinés, ou 70%, il y aura une immunité collective. Donc toi, en tant que citoyen, tu participes à ce mouvement en te faisant vacciner. Mais tu peux aussi dire, et ça c'est plutôt ma posture, de dire, voilà, en ne me faisant pas vacciner, je participe au fait de revendiquer la liberté et la démocratie dans le monde. Ce qui est aussi une forme de légitimité, c'est-à-dire, surtout quand on voit ce qui se passe, où la démocratie est en train de s'effriter complètement. Donc c'est un acte de liberté. Mais ce qui est fou, c'est que les deux s'entendent, en fait. Et les deux... Ouais. Parce que moi, je peux considérer aussi que, justement, sur cette question d'immunité collective, ça veut dire que je participe à la santé, entre guillemets, et c'est ça qui est trouble, en définitive. Et c'est que... Mais bon, en même temps, c'est génial, et c'est la postmodernité, c'est-à-dire, c'est un peu ce qu'on disait, la vérité en soi, c'est difficile d'y avoir accès, elle existe peu, ou elle n'existe pas, ou en tous les cas,
c'est quelque chose qui n'est pas là. Peut-être ailleurs, mais pas là. Et donc chaque point de vue sur la vérité, finalement, se vaut et s'équivaut, surtout à l'époque actuelle, qui est une époque de relativisme. Je suis pas d'accord avec ça. Alors, mais en tout cas, c'est comme ça qu'on le présente. Oui. Enfin, voilà. Chaque point de vue se vaut pas, parce que, je sais pas moi, le type qui décide de faire exploser une bombe atomique et le type qui décide d'envoyer une tarte à la crème sur le visage d'un président, c'est pas équivalent, si tu veux. Donc, toutes les choses ne se valent pas. Bon. Ensuite, je crois qu'il faut abandonner l'idée qu'il y a une vérité ou qu'il y a quelque chose de juste. Mais plutôt accepter les contraires, c'est-à-dire entre vaccinés et non vaccinés, l'un qui défend l'immunité collective qui est totalement légitime, et l'autre qui va défendre la liberté individuelle, mais avec derrière la légitimité de la démocratie, est aussi légitime. Ce sont deux points de vue contradictoires, mais c'est parce qu'ils existent qu'il y a la dynamique du vivant. S'il n'y avait que des anarchistes qui disent « non, moi je fais que ce que j'ai envie au nom de ma liberté et au nom de la liberté du peuple », et que des gens, on va dire bienveillants, pour le dire comme ça, qui pensent que c'est important de penser aux autres avant de penser à soi, quitte à avoir un petit désagrément, on aurait deux types de sociétés invivables. Et donc c'est le fait d'accueillir les éléments contraires qui fait qu'une société va être dynamique. Et donc là où est l'erreur, c'est toujours l'erreur de fustiger les uns et les autres au lieu de penser les contraires. On va arrêter là. On reste amis.